et bonsoir, c'est là départ à l'heure à laquelle vous suivez Léonjo Léo pour vous informer. 24 avril 2024, il fait exactement 34 ans depuis que le fait président Mobutu Sese Seko prononçait un discours annonçant la fin du mouvement populaire de révolution impaire parti-État et l'ouverture au multipartisme. Il lançait aussi le processus de démocratisation qui devrait aboutir aux élections du député et du président de la République en août 1994, selon les chronogrammes adoptés par la conférence nationale souveraine. Ce jour à RDC, le comptait plusieurs partis politiques en avantage d'une part, à croire le professeur Telesphore Malonga, tout en encourageant le multipartisme. Il souhaite néanmoins qu'il soit limité et contrôlé rigoureusement pour fonder des idéologies claires à vie d'un avenir meilleur de la République démocratique du Congo. Léonjo Léo s'est entretenu avec le professeur Telesphore Malonga. Je vous propose de suivre cet entretien où le professeur Malonga parle du multipartisme. Suivez-les. Professeur, vous êtes constitutionnaliste et ce 24 avril 2024, cela fait exactement 34 ans que le feu président Mobutu Sese Seko prononçait un discours dans lequel il annonçait la fin du mouvement populaire de révolution impaire, parti, État et l'ouverture au multipartisme. Il lançait ainsi le processus de démocratisation qui devrait aboutir aux élections du député et du président de la République à août 1994, selon les chronogrammes adoptés par la conférence nationale souveraine. Professeur, étant expert, quel avantage du multipartisme, professeur? Merci beaucoup. Effectivement, le discours auquel vous faites allusion, c'est le célèbre discours du 24 avril 1990, par lequel, après une pression, après des consultations populaires, Mobutu avait admis finalement la réouverture du pays à l'expérience du multipartisme, mettant ainsi fin au monopole du mouvement populaire de la Révolution qui avait pratiquement géré le pays pendant presque 32 ans. Aujourd'hui, si on veut évaluer le multipartisme en RDC, on doit donner, à mon avis, un jugement mitigé. D'un côté, c'est vrai, avec le pluralisme politique, cela ouvre l'espace politique à une diversité d'opinions, à une diversité de points de vue, éventuellement à une diversité de projets de société. Cela permet aussi aux citoyens de participer à la vie politique, chacun en fonction justement de ses convictions idéologiques. Ceux qui font Sciences Po, ils savent que les partis politiques peuvent être classés depuis, je ne sais pas, les partis d'extrême gauche jusqu'aux partis d'extrême droite, en passant par les partis de gauche, les partis centristes et les partis de droite. Et donc, chacun, selon sa propre conviction politique, peut participer à la vie politique et porter un projet de société qui répondent à l'idéologie à laquelle il adhère. Ça, c'est un premier avantage, si vous voulez, du multipartisme. Deuxième avantage, le multipartisme peut permettre l'alternance au pouvoir. Lorsque ceux qui sont minoritaires aujourd'hui, avec l'éducation civique, avec la propagande politique, peuvent arriver à conquérir la confiance des électeurs, et aussi peuvent devenir majoritaires à une autre échéance, et cela permet donc d'avoir un changement de gouvernants, une alternance politique. Ceux qui étaient au pouvoir peuvent basculer dans l'opposition, et ceux qui étaient dans l'opposition peuvent finalement basculer et aussi dans la majorité et gouverner le pays. Et cela permet donc aux citoyens de voir les tendances des uns et des autres et donc de se faire une idée finalement de ce qui peut être un parti politique souhaitable, une gestion du pays qui est souhaitable. Voilà le deuxième avantage du multipartisme. Bien évidemment aussi, il y a la liberté politique.
Lorsque nous avons plusieurs candidats, cela favorise aussi la possibilité de choix en réalité. Parce qu'avec le parti unique, en réalité, tous les candidats proviennent de ces partis et n'ont qu'une seule vision des choses. Et donc, en réalité, on ne choisit pas vraiment. C'est le parti qui va vous imposer ces candidats. Et chez nous, vous voyez ce qu'on appelait les commissaires du peuple. En réalité, ils étaient aussi les ambassadeurs du MPR. Mais avec aujourd'hui le multipartisme, le pluralisme politique, on peut choisir un candidat de son choix parce qu'appartenant à tel parti auquel on adhère, ou peut-être même indépendamment du parti, parce que notre constitution admet aussi la possibilité de candidature indépendante. Même ici, les faits montrent qu'elles deviennent de plus en plus difficiles et rares en raison du coût et de la hauteur de la caution qu'ils doivent payer. Mais à côté de cela, l'expérience congolaise montre justement que le multipartisme, surtout quand il est intégral comme chez nous, n'est pas forcément non plus un avantage, il comporte aussi un certain nombre de failles. Et une des failles que l'on peut constater dans nos partis politiques, c'est d'abord une extrême pluralité. On a finalement l'impression que nous avons affaire à des partis de type familiaux. Il y en a tellement que on s'y perd finalement. Au lieu que ça éclaire les citoyens, ça devient finalement une forêt dans laquelle les citoyens ne savent même plus se guider eux-mêmes. Surtout que les partis qui paraissent dominants créent en plus, si vous voulez, des partis satellites qui ne sont en réalité que des ramifications d'une branche principale, d'un parti principal. Et ça, je crois que chez nous, ça devient finalement un inconvénient pour nos partis politiques, d'autant plus que cela s'accompagne ensuite d'un système électoral que nous appelons la représentation proportionnelle avec scrutin de liste. Et donc, cette pluralité de partis a aussi pour conséquence l'émiettement des assemblées représentatives. Vous allez trouver notre Parlement, surtout notre Assemblée nationale, avec une pluralité de partis politiques qui n'ont chacun que, je ne sais pas, 30 députés, 100 députés, une vingtaine. Et donc, nous sommes obligés de faire reposer le gouvernement sur des alliances qui peuvent se révéler très, très précaires. Donc, ce multipartisme intégral devient finalement aussi un défaut, un inconvénient, ce qui fait dire à certains que finalement la constitution de 67, les constituants de 67, peut-être il avait raison de limiter les partis politiques à 2 seulement. Ça aussi, c'est une expérience qu'on a connue avant l'instauration du MPR comme parti unique, qu'il n'y ait que 2 partis, c'est-à-dire le parti dominant qui va constituer le gouvernement et le parti de la majorité. Peut-être qu'on devrait revenir à une certaine limitation de cette prolifération des partis politiques, fixer un nombre de façon que les gens puissent s'agréger autour des grands partis et pas l'émiettement. Cela permettrait d'avoir facilement des majorités au sein des assemblées parlementaires, essentiellement l'Assemblée nationale. Oui, ce n'est pas tout. Oui, je voulais ajouter un deuxième inconvénient, c'est que, peut-être même un troisième, c'est que nos partis politiques manquent d'idéologie. Je viens de vous faire tout à l'heure une sorte de cartographie rapide depuis l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Nos partis politiques n'ont pas en réalité d'idéologie ferme. Et c'est ça qui conditionne quoi? Les changements des partis ou des tendances jusqu'à finalement ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une prostitution politique de nos gouvernants, de nos candidats. Quelqu'un peut changer de parti comme il passe d'une chambre à une autre à l'intérieur de sa maison, ça s'inquiéter parce qu'il n'a pas d'idée, sa conviction politique ne repose pas sur des idées stables. Et donc ça aussi, ça devient finalement un inconvénient, ce manque d'idéologie au sein de nos partis politiques. Et à fond, on pourrait ajouter aussi le manque de démocratie au sein de ces mêmes partis politiques. La plupart de nos partis politiques, vous voyez, ce sont des partis, on dirait, de famille, qui sont gérés comme un héritage familial. Le fondateur, quand il a disparu, c'est le fils qui prend la relève et ainsi de suite. Donc ça ne permet pas non plus une grande mobilité, un grand brassage de cadres au sein des partis politiques et je crois que c'est un des défauts aussi chez nous à RDC. Oui, vous venez de toucher directement ce point, professeur, mais
En tout cas, les partis politiques semblent être encore un fardeau pour ces pays, comme plusieurs partis sont presque ethniques. Pourquoi, professeur? C'est justement parce qu'il n'y a pas d'idéologie forte qu'on essaie de se construire une base du parti sur des postulats, si vous voulez, de type ethnique, sur l'appartenance familiale. Au lieu de se regrouper autour des idées, on se regroupe autour de la fibre plutôt ethnique ou familiale. C'est donc le premier défaut, c'est le manque d'idéologie qui conditionne l'autre ici. Et évidemment, le fait que nos partis politiques n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pour but, si vous voulez, que d'assurer une sorte de survie de leurs fondateurs ou de leurs membres. Et voilà pourquoi on les qualifie souvent de partis politiques alimentaires. Les gens créent des partis peut-être pour accéder aux cotisations des membres. Si éventuellement il a un ou deux représentants, il peut prétendre au financement de l'État parce que la loi permet que l'État puisse financer les partis politiques. Donc, c'est plutôt le défaut d'idéologie qui conditionne cette fibre familiale ethnique de nos partis politiques, à mon avis. Oui, professeur, avant peut-être de vous laisser, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc à bref de ce 24 avril 2024 qui fait exactement 34 ans que le fait Mobutu Sese Seko, en tout cas, prononçait un discours dans lequel il annonçait la fin du mouvement populaire. Donc, à bref. À bref, ce que je peux dire, le multipartisme, c'est une bonne chose, mais il doit lui-même être contrôlé et limité. Donc, au lieu d'avoir une infinité de partis politiques, peut-être il faudrait réviser notre loi pour limiter le nombre de partis et ainsi orienter nos candidats vers ces grandes formations. Deuxième chose, ceux qui veulent créer des partis politiques, qu'ils fondent leur parti sur des idéologies claires et pas sur des fibres ethniques ou familiales. C'est avec des idées qu'on peut construire l'avenir du pays, pas avec des attachements familiaux ou tribalo-ethniques. Oui, le téléspectateur, qu'est-ce que vous pouvez avoir aussi comme message donc aux internautes et aux téléspectateurs qui vous suivent de partout à RDC et de partout dans le monde? Voilà, les téléspectateurs, ce que je peux leur dire, c'est que avant d'adhérer par exemple à un parti politique ou même avant de donner leur confiance à des candidats de tel ou tel autre parti, qu'ils exigent d'abord leur idéologie et leur projet de société. Au lieu de voter uniquement pour des individus en raison d'une appartenance simplement régionale, tribale ou autre, soyons exigeants vis-à-vis de nos gouvernants, de nos politiciens, en demandant leur projet de société et en procédant à des évaluations périodiques. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, nos députés ou nos sénateurs viennent en vacances, qu'on demande des comptes à ceux qui sont censés nous gouverner en fonction des promesses qu'ils nous ont tenues pendant la campagne et en fonction de leurs projets de société. Oui, professeur, sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté, surtout volontairement, notre invitation sur notre télévision. Merci. C'est moi qui vous dis merci et je dis encore une fois bonne journée à tous nos téléspectateurs ou bonsoir selon le moment où ils vont nous capter. Merci. Vous avez suivi avec attention et intérêt le professeur Télésphore Malonga, qui est constitutionnaliste. Sincèrement, nous vous disons merci d'avoir regardé notre chaîne de télévision. Léon Jolé aussi, c'est la première fois de nous suivre. Ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.